Vous êtes bien sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mercredi 9 septembre, le départ de feu causé par des demandeurs d'asile pour Athènes, le camp de réfugiés le plus grand d'Europe, celui de Moria sur l'île de Lesbos, est en tout cas totalement détruit. Paris et Berlin proposent d'accueillir une partie des 12 700 occupants et appellent à une réforme de la politique migratoire de l'Europe. On fera le point sur la situation sur place dans un instant avec Mortaza Beboudi, un grand reporter pour France 24 qui était présent dans le camp jusqu'à récemment. Un deuxième opposant sous les verrous en Biélorussie, Maxime Znak, après Maria Kolesnikova. La dissidente exilée à l'étranger Svetlana Tiranowskaja a quant à elle été reçue aujourd'hui par le Premier ministre polonais à Varsovie. Et puis le gouvernement ici en France, obligé sans doute de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les 8 à 10 jours maximum. Mise en garde du président du Conseil scientifique Jean-François Delfrécy, alors que l'épidémie reprend. 39 nouveaux décès ces dernières 24 heures. En Angleterre, les rassemblements seront limités à 6 personnes au maximum à partir de lundi prochain. Il est 18h à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. La politique d'accueil de l'Europe à nouveau en question. L'Allemagne, qui préside actuellement l'Union européenne, appelle, tout comme la France, ses partenaires à aider les migrants sinistrés après l'incendie qui a ravagé le plus grand camp d'Europe, celui de Moria sur l'île de Lesbos, le plus sous-dimensionné aussi puisqu'il hébergeait 4 fois plus d'occupants que sa capacité d'accueil ne le permet. Alexia Kefalas, vous êtes pour France 24 en Grèce continentale où l'Union européenne a pris en charge le transfert de 400 mineurs non accompagnés qui se trouvaient sur le camp. Alexia Kefalas, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien, merci. Maintenant, j'entends. À Athènes, où sont donc arrivés ces 400 mineurs non accompagnés qui se trouvaient parmi les 12 700 occupants du camp ? Oui, effectivement. Alors, c'est une proposition qu'a fait la Commission européenne à la Grèce pour aider cette situation après l'incendie qui a ravagé ce camp de la honte, le camp de Moria. Mais ça ne suffit pas pour les ONG qui sont sur place, qui estiment que la situation est critique. Il faut savoir que le gouvernement a dépêché une mission sur place. Le ministre de l'Immigration, Notis Mitala, qui s'est exprimé il y a tout juste quelques instants, c'est ce que je regardais, depuis Lesbos, justement pour expliquer qu'ils vont distribuer des tentes à ces quelques 13 000 personnes qui sont maintenant à la rue depuis l'incendie de Moria, des tentes pour dormir ce soir. Parmi ceux-ci, eh bien, près de 1000 demandeurs d'asile vont pouvoir dormir sur un navire amarré sur le port de Mytilène à Lesbos. Malheureusement, cette situation est provisoire. Que va-t-il se passer par la suite ? Le gouvernement est ferme. Un camp comme celui de Moria ne peut plus exister. Ce qui privilégie le gouvernement conservateur, c'est une structure fermée, plus contrôlée, tant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire. Rappelons que l'insécurité régnait dans le camp de Moria, notamment la nuit, car au-delà du froid, il y avait notamment beaucoup de viols, de trafic d'enfants et violences en tout genre. Résultat, le gouvernement a décidé de prendre des mesures fermes. Est-ce que ce sera suffisant ? C'est la véritable question, parce qu'aujourd'hui, eh bien, tout ce qu'il reste ce soir, ce sont des cendres. Les réfugiés avec qui l'on parle depuis tout à l'heure par téléphone nous expliquent que c'est intenable. Certains ont des problèmes respiratoires et pour le moment, eh bien, des réponses concrètes ne sont pas données pour leur avenir. Merci Alexia Kefalas avec nous en direct d'Athènes. On va évoquer aussi la situation avec vous. Mortaza Beboudi, bonjour. Vous êtes grand reporter pour France 24. Vous connaissez bien ce camp de Moria ? Oui, je connais très bien le camp de Moria. C'était la deuxième fois que je suis allé à Lesbos, dans le camp sur propriété de Moria, de mars à août dernier, pendant le confinement, où j'étais correspondant pour Arte. Donc en fait, le camp de Moria est devenu un bidonville. Aujourd'hui, héberge plus de 12 000 personnes réfugiées. Donc pendant ce confinement forcé, ils ont dû rester dans le camp enfermés de force, sans eau courante ni l'électricité. Les médecins qui sont dans le camp comptent le Moria à peu près une dizaine de médecins qui travaillent de 8h jusqu'à 16h, ni la nuit et ni le week-end. Donc, la bombe sanitaire est explosée aujourd'hui.
hier soir, bien évidemment avec les cas du coronavirus, les 35 cas. Donc avec l'incendie hier soir, ça crée encore la peur. Ils sont à la rue devant le camp, ils dorment dans la rue. Il y a beaucoup d'enfants, 40% d'enfants dans le camp de Moria aujourd'hui. L'Union européenne vient de déclarer, dire que nous, on va accueillir. La France a promis 750 personnes, mais il n'y a que 16 mineurs isolés sont partis pour la France mois dernier. Vous êtes surpris par l'ampleur de cet incendie? Oui, alors c'était très difficile. En même temps, la situation, j'ai reçu des appels à partir de minuit. J'ai pu pas dormir non plus car mon fixeur dans le camp de Moria, il avait peur lui-même. C'est un professeur de karaté. Lui, il m'a accompagné dans le camp de Moria. Il avait peur parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans le camp, des familles, des femmes dans les tentes. L'incendie a monté à côté. Donc, ils ont descendu. Il y a des centaines qui sont partis vers le village de Moria. Ils ont été attaqués par les personnes locales. À côté, ils n'ont pas pu aller à cause des contrôles de police parce que Moria est un centre de détention aujourd'hui. Les autorités grecques mettent en cause la responsabilité d'un migrant qui serait à l'origine du sinistre. C'est une hypothèse plausible d'après vous? Oui, alors je viens de voir justement par la dépêche. Non, parce qu'aujourd'hui, c'était troisième incendie dans le camp de Moria depuis début mars. J'étais pendant le premier et deuxième. Donc ça, c'est le troisième, c'est toujours en quête. Comme la Grèce a déjà refusé les refoulements en mer Égée plusieurs fois, l'article de New York Times le 14 août dernier, donc encore une fois, cet incident, il n'y a pas des standards européens dans le camp de Moria. Il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Un camp, un bidonville, bien sûr, l'incendie arrive. Pour l'instant, les réfugiés du camp de Moria refusent d'accepter cet accident. Ils disent que oui, il y avait des fascistes qui sont rentrés dans le camp de Moria ou aussi il y avait d'accidents d'électricité. Ce n'est pas la première fois donc, que des violences éclatent sur ce camp. Il faut dire que les conditions de vie sur place, vous nous venez nous le dire, sont particulièrement dures. Pour ces 12 700 migrants, c'est 4 fois plus que la capacité d'accueil que peut permettre ce camp. Et puis, il y a aussi l'épidémie de coronavirus. Bien sûr, c'est 35 cas confirmés du coronavirus et c'est arrivé à partir de 2 septembre, alors que pendant 5 mois, il n'y avait pas de cas coronavirus. La Grèce a été déjà déconfinée depuis 4 mai. Les touristes arrivent en Grèce depuis 1er juillet. Mais bien sûr que la pandémie menace la Grèce, notamment le camp de Moria. Ils sont toujours enfermés de force dans une situation inhumaine. Ils vivent ces dizaines de milliers de migrants. Ils ne peuvent pas aller en ville, à l'hôpital par exemple. Donc aujourd'hui, la pandémie menace le camp surpeuplé de Moria. La seule solution, c'est le partage de responsabilités entre les pays européens, la répartition entre les pays, car la Grèce est toute seule depuis 2015. 30 000 personnes réfugiées en 2015. En 2018, plus de 6 000 dans ce camp de Moria. Aujourd'hui, début mars, c'était plus de 20 000. Aujourd'hui, plus de 12 000. Donc, on a besoin d'un partage de responsabilités entre les pays européens. La Grèce qui n'entend pas, on a entendu Alexia Kefalas, modifier sa politique d'accueil. Il y a eu un durcissement depuis l'arrivée au pouvoir de Nouvelle Démocratie et de l'actuel Premier ministre conservateur, Mitsotakis. Oui, alors on vient de voir aussi la vidéo déclaration de Premier ministre, déclarer l'état d'urgence à Lesbos. La procédure d'asile est très longue en Grèce, on sait très bien avec le nouveau gouvernement. Un demandeur d'asile doit attendre 6 mois à 2 ans pour avoir une réponse d'asile, doit rester dans le camp de Moria dans telles conditions. Des familles, des femmes, des hommes, alors qu'aujourd'hui, on voit d'autres pays. Bon, l'Allemagne a pris plusieurs personnes pendant ce confinement. On a eu Portugal, ils ont réagi aussi par rapport à la situation indigne des migrants. Mais la Grèce, on ne peut pas... Oui, avec le nouveau gouvernement, c'est très difficile la procédure d'asile aujourd'hui. Avec l'incendie, le service d'asile a été brûlé. Le HCR a été brûlé, les cliniques ont été brûlées. Donc, pour évacuer ce camp, il faut du temps encore. Donc, on a vraiment besoin d'un partage de responsabilités. Il y a un débat depuis un moment sur une autre structure d'accueil, ouverte ou fermée. C'est le débat qui n'a toujours pas été véritablement tranché à l'heure qu'il est. Et puis aussi sur la répartition ailleurs en Europe. Eh bien sûr, aujourd'hui, c'est toujours un débat reste entre les pays européens, ceux qui veulent accueillir et ceux qui ne veulent pas accueillir. La Grèce et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en train de pousser de leur côté au niveau international.
on peut aussi se poser la question. Aujourd'hui, oui, on voit la politique d'accueil, mais à côté, il faut parler d'argent. Où va-t-il le budget européen pour l'immigration en Grèce? La nourriture n'est pas bonne, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Alors, l'argent, où va-t-il? Oui, pour vous, il n'y a pas un bon usage de Non, cet en argent fait, qui est il y a fait. la corruption dans le camp de Moria. Le camp est autogéré aujourd'hui par les réfugiés eux-mêmes, l'école. Donc, il n'y a pas des responsables dans le camp, les Grecs. Le camp est géré par une ONG Eurolife, une ONG américaine, Évangélisme. Merci Mortaza Beboudi, grand reporter pour Arte. Vous étiez, je rappelle, présent sur ce camp ces derniers mois. Merci. Alexandre Loukachenko, bientôt au Kremlin. Vladimir Poutine va recevoir le dirigeant biélorusse, un signe de soutien en pleine vague de répression à Minsk. On vient de l'apprendre après Maria Kolesnikova, un deuxième leader de l'opposition, Maxim Znak, est lui aussi sous les verrous. Et puis exilée à l'étranger, la dissidente Svetlana Tikhanovskaya a elle pu se rencontrer aujourd'hui le Premier ministre polonais à Varsovie. On fait le point en images avec Mounia Kassem. Poursuivre son combat pour la Biélorussie, malgré son exil. Tel est l'objectif de Svetlana Tikhanovskaya. La principale figure d'opposition à Alexandre Loukachenko est en Pologne à la recherche de soutien. Reçue par le Premier ministre polonais, elle retrouve à Varsovie sa compatriote Olga Kowalkova, elle aussi forcée à l'exil. Svetlana Tikhanovskaya appelle les Biélorusses à continuer les manifestations sans violence et dénonce une nouvelle fois l'élection d'Alexandre Loukachenko. Le président Loukachenko n'a plus aucune légitimité. Nous ne pouvons pas l'accepter comme chef de l'État. Nous ne sommes pas prêts à lui confier l'avenir de notre nation. En Biélorussie, le pouvoir n'entend faire aucune concession. Les arrestations se poursuivent et la répression s'abat tout particulièrement contre les membres de la principale force d'opposition, le Conseil de coordination. Des 7 membres qui président le Conseil, seule Svetlana Alexievitch n'a pas encore été arrêtée. L'écrivaine, prix Nobel de littérature, a indiqué que des hommes ont tenté d'entrer dans son appartement mercredi. Ce même jour, Maxim Znak a été emmené par des hommes en civil masqués. L'avocat se trouvait dans les locaux de son mouvement. Il est désormais sous le coup d'une procédure pénale pour incitation à des actions visant à nuire à la sécurité du pays. Autre membre du Conseil, Maria Kolesnikova, toujours en détention, a quant à elle déchiré mardi son passeport pour échapper à une expulsion vers l'Ukraine. La prison ou l'exil, pour les opposants à Alexandre Loukachenko, il ne reste que peu d'options. Quant au président biélorusse, il se tourne désormais vers la Russie. Attendu lundi prochain à Moscou, Alexandre Loukachenko espère obtenir le soutien de Vladimir Poutine. Le président russe a d'ores et déjà promis d'envoyer des troupes en Biélorussie si la contestation devait dégénérer en violence. Un filet de sécurité juridique, oui, mais qui déroge aux règles du droit international. Boris Johnson se donne le dernier mot sur les questions relatives au commerce et à la souveraineté nord-irlandaise. Un projet de loi rendu public aujourd'hui revient sur l'accord déjà passé avec l'Union européenne. De quoi miner les négociations en cours sur l'après-Brexit avec Bruxelles. C'est un document publié sur le site du gouvernement britannique qui met le feu aux poudres. Le texte de 54 pages détaille le projet de loi sur le marché intérieur voulu par Boris Johnson. Européens et Britanniques avaient décidé la création d'un comité mixte pour résoudre tout différend potentiel par consentement mutuel. Boris Johnson souhaite désormais s'en passer et décider unilatéralement sur les questions liées au commerce et aux arrangements douaniers en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Londres revient ainsi sur l'accord signé et ratifié qui encadre son divorce avec Bruxelles, une violation claire du droit international. Sous le feu des critiques au Parlement, le Premier ministre britannique assume. Le Premier ministre et ses amis, une bande de voyous, sont en train de créer un État voyou, un État où l'État de droit ne s'applique pas. Pourquoi le Premier ministre pense-t-il que lui et ses amis sont au-dessus de la loi ? Bien au contraire, Monsieur le Président. Ce projet de loi britannique sur le marché intérieur vise à protéger les emplois, à préserver la croissance, à assurer la fluidité et la sécurité de notre marché intérieur et la prospérité dans tout le Royaume-Uni. Pour Boris Johnson, le projet de loi doit permettre à toutes les entreprises britanniques d'exercer leurs activités sans entrave entre les 4 composantes du Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord. De l'autre côté de la Manche, les réactions à ce revirement surprise se sont multipliées.
à commencer par la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen s'est dit très préoccupée par les annonces du gouvernement britannique qui nuiraient à la confiance. Pour Paris, l'accord n'est pas négociable. Londres doit tenir parole et respecter les engagements pris. L'Allemagne, qui assure pour 6 mois la présidence du Conseil de l'Union européenne, dit attendre du Royaume-Uni une mise en œuvre complète de l'accord de sortie. Bruxelles réclame à Londres une réunion d'urgence, mais Boris Johnson, lui, est déterminé. Sans accord avec les Européens d'ici le 15 octobre, le Premier ministre britannique pourrait se satisfaire d'un no deal. Un scénario qui permettrait au Royaume-Uni de prospérer, dit-il, car il aurait la liberté de conclure des accords commerciaux avec tous les pays du monde. L'Angleterre, où seront désormais interdits à partir de lundi tout rassemblement au-delà de 6 personnes. Objectif, éviter un nouveau confinement alors que les cas de coronavirus continuent d'augmenter. Écoutez Boris Johnson. En Angleterre, à partir de mardi, nous introduisons la règle de 6. Vous ne devez pas vous retrouver avec des groupes de plus de 6. Et si vous le faites, vous enfreindrez la loi. J'aurais voulu que nous n'ayons pas à prendre cette mesure. Mais en tant que Premier ministre, je dois faire ce qui est nécessaire pour arrêter la propagation du virus et pour sauver des vies. C'est l'un des plus prometteurs face au coronavirus. AstraZeneca suspend les essais de son vaccin. En cause, une maladie inexpliquée survenue chez l'un des volontaires. Les essais pourront vraisemblablement reprendre la semaine prochaine. Voilà ce que croit savoir le Financial Times. En attendant, quel sera le premier laboratoire à virer en tête dans la lutte contre le Covid-19 ? Alors que l'OMS l'a annoncé vendredi, il ne faut pas s'attendre à une vaccination généralisée avant la mi-2021. L'année prochaine, et pourtant de nombreux projets sont déjà en phase 3. Sophie Samaï. C'est un enjeu sanitaire et scientifique devenu géopolitique. Pas un jour sans qu'un laboratoire n'annonce une avancée dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Après la Russie en attente d'approbation de sa version nommée Sputnik 5 et la Chine qui évoque une arrivée sur le marché d'ici la fin de l'année, c'est au tour des États-Unis d'annoncer la mise en service d'un vaccin avant même l'élection présidentielle de novembre. Des prévisions trop optimistes pour certains experts. Well, I think that's unlikely. I mean, the only way you can see that scenario come true is if that there are so many infections in the clinical trial sites that you get an efficacy answer sooner than you would have projected. Like I said, it's not impossible, Judy, but it's unlikely. L'enthousiasme autour de ce vaccin tant attendu peut aussi être stoppé net, comme dans le cas des essais cliniques développés par Oxford et AstraZeneca. Pourtant très avancés et prometteurs, ces essais ont été suspendus ce mercredi pour éviter un effet indésirable grave apparu chez l'un des participants de l'étude. Pour apaiser les craintes croissantes autour des tests en cours, 9 PDG de grandes sociétés pharmaceutiques ont publié ce mardi une liste d'engagements historiques, parmi lesquels celui d'accorder la priorité à la sécurité et au bien-être des personnes vaccinées, d'adhérer à des normes scientifiques et éthiques élevées pour les essais cliniques, ou encore de ne déposer une demande d'autorisation qu'après avoir démontré la sûreté et l'efficacité du vaccin dans le cadre d'un essai clinique de phase 3. Plusieurs responsables de santé américains ont déjà dû revenir sur les autorisations d'urgence déposées pour l'hydrochloroquine et le plasma de convalescence en tant que traitement contre le Covid-19, en raison d'effets secondaires indésirables et de données insuffisantes. Longtemps épicentre de l'épidémie aux États-Unis, la ville de New York, elle reprend des couleurs. Les musées de la ville et certains lieux touristiques peuvent enfin rouvrir au public. Un public pour l'occasion exclusivement new-yorkais ou américain. En cause évidemment la fermeture des frontières. Céline Bruno et Jessica Lemazurier nous font la visite en images. Après 6 mois d'hibernation, le Muséum d'histoire naturelle revient doucement à la vie. La fermeture, la plus longue en 150 ans, aura au moins permis de nettoyer toutes les dents des dinosaures. Et aujourd'hui, avec un peu de chance, au détour d'un couloir, entre un T-Rex et un stégosaure, on peut même parfois apercevoir des visiteurs masqués. To not be able to come here for 6 months has been really tough on us. So just knowing that it was open again today, we were so excited to come back. Ici, comme pour tous les sites culturels de New York, la capacité d'accueil est limitée à 25%. It's a great time to make the museum your own and really explore without any crowds. Fermeture des frontières oblige, les touristes sont américains et essentiellement new-yorkais.
Un manque à gagner important pour ce vendeur de hot-dog. Tourists are probably aren't going to come back until a vaccine. And if it's successful, by the springtime, we're back in business. En attendant, les habitants du quartier profitent de leur ville, comme Tamar et ses filles, qui attendent patiemment leur tour devant le Metropolitan Museum sur la 5e avenue. We've been waiting for this. We've been counting down. We're very excited, we're very enthusiastic, and we're very confident in our city. L'Empire State Building a lui aussi rouvert ses portes, un symbole de New York qui a accompagné ses habitants tout au long de la crise. We're the heartbeat of New York City. And there was no more emotionally moving moment than when we delivered our Heroes campaign for our first responders, not only in New York City, not only in the United States, but throughout the world. Du haut des 320 mètres de l'observatoire, on entend à nouveau le bourdonnement de la ville, restée endormie pendant bien trop longtemps. Changement de côte sur la façade pacifique cette fois à Los Angeles. L'industrie du cinéma, elle tourne au ralenti malgré la réouverture des salles obscures le 22 juin en Californie. La fréquentation, elle reste 3 fois plus faible que la normale et les tournages largement réduits. Voyez pour France 2 ce reportage, il est signé Agnès Varamian et Fabien Fougère. C'est le grand vide à Hollywood. Des décors de western sans plus aucune caméra, de fausses rues mexicaines sans projet de film. L'industrie du divertissement américain est à l'arrêt. Le dernier James Bond a été repoussé au mois de novembre. Il était programmé pour avril. Le film Mulan, retardé aussi, ou encore Wonder Woman, la princesse des Amazones sera sur les écrans, mais pas avant octobre. En tout, c'est 70% de pertes pour le box-office. Quelques bonnes nouvelles malgré tout à Hollywood. Le très attendu Tenet de Christopher Nolan, dont les débuts en salle ont dépassé les espérances des producteurs. Les résultats de Tenet sont un indicateur. Avec déjà 150 millions de dollars de recettes, on voit qu'ils ont bien fait d'attendre que les cinémas rouvrent leurs portes. Ils vont rembourser leur budget et gagner de l'argent. Ça prendra peut-être juste un peu plus de temps que d'habitude. Certaines productions ont repris. Ici, près d'Atlanta, dans un camp façon caserne, 300 acteurs et techniciens vivent confinés. Testés à l'entrée, ils sont ensuite dépistés tous les 4 jours. Quand tout le monde est arrivé, ils sont restés dans leur chambre jusqu'au retour des résultats. On a trouvé 2 cas positifs qu'on a exfiltrés et de cette façon, on a pu préserver la bulle. Des repas individuels sont servis dans les chambres. Les masques sont obligatoires, sauf sur les plateaux de tournage. Il n'y avait pas de faille et chacun s'est responsabilisé. Mais Hollywood fait ses comptes, car les précautions sanitaires se chiffrent en millions de dollars. Cette société de production de Los Angeles n'a toujours pas rouvert ses portes. On est en train d'évaluer ce qu'il faut dépenser pour que les gens qui travaillent ici se sentent en sécurité. Aux États-Unis, 2 millions d'emplois dépendent de l'industrie du cinéma et de la télévision. Aujourd'hui, personne ne peut prédire quand les étoiles d'Hollywood pourront briller à nouveau. Vous venez de le voir, le film Mulan de Walt Disney a vu sa sortie en salle retardée. Il a tout de même pu être diffusé, cette fois sur la chaîne Disney+, et ce malgré des appels au boycott. L'objet de cette polémique, certaines scènes tournées dans la région chinoise du Xinjiang, où Pékin est accusé de violation envers la minorité musulmane, les Ouïghours. David Gilberg. Boycottons Mulan. Avant même la sortie de la superproduction de Disney à 200 millions de dollars, le mot d'ordre avait été relayé par des militants hongkongais ou taïwanais. Cette légende de jeune guerrière du Moyen-Âge, se faisant passer pour un homme pour intégrer l'armée impériale chinoise, ne serait qu'un outil de propagande du pouvoir central de Pékin. La controverse va désormais bien plus loin. Elle repose sur des éléments contenus dans le générique de fin, souligné notamment par un journaliste du Washington Post. Disney a remercié 4 départements de propagande et un bureau de sécurité publique dans le Xinjiang, une région du nord-ouest de la Chine, qui est le lieu de l'une des pires violations des droits de l'homme au monde aujourd'hui. Une partie du film a effectivement été tournée dans cette région où la minorité ouïghour est particulièrement opprimée, subissant internement et multiples mauvais traitements comme la stérilisation forcée. De quoi provoquer les foudres des défenseurs des droits humains.
alors que l'actrice principale avait déjà choqué l'année dernière en soutenant la police hongkongaise face aux manifestants pro-démocratie. Ces polémiques autour de Mulan vont totalement à l'inverse de l'effet escompté. Quelques jours après sa sortie sur la plateforme de Disney, ce qui devait être le film parfait pour conquérir le marché asiatique pourrait finalement nuire profondément aux studios américains. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, prochaine édition dans moins de 10 minutes sur France 24.